Rebonjour. Après le boulot, j'ai fait un saut chez Gibert. J'y ai acheté Tristan und Isolde. Direction Carlos Kleiber, Bayreuth, 1974. C'était en solde. C'est une bonne version. Mon programme ce soir. Musique dans le casque et lecture du livret. J'avoue mon inculture, c'est la première fois que j'écoute un opéra de Wagner. Pour moi qui suis fils d'ouvrier, Wagner c'est un peu comme le ski, un sport de riche. Je n'ai pas été initié. Avant de m'installer, je vais prendre une douche bien chaude. Je suis gelé. Ensuite, je vais manger quelques tomates avec du sel et de la mozzarella. Voilà, vous savez tout. Jérôme. Bonsoir Jérôme. Je suis heureux si grâce à moi vous découvrez Tristan. Ici, les répétitions viennent de commencer. Tomates et mozzarella? Très bonne idée. Peut-être que je vais vous imiter si j'arrive à trouver une bonne mozzarella dans ce pays sans fromage. À bientôt, Pierre. Bonjour Jérôme. Rapidement, juste avant de partir aux répétitions. Avez-vous passé une bonne soirée en compagnie de Tristan? Autrement, ne deviez-vous pas me parler de vous? Bonne journée, Pierre. Bonsoir Pierre. Je veux bien vous parler de moi. Si jusqu'à présent je ne l'ai pas fait, c'est que je me retiens, car j'ai peur. Peur de vous effrayer, ou pire, vous ennuyer. Enfin, comprenez-moi, je n'ai rien de véritablement effrayant à vous raconter. Comment dire? Je crains de vous embarrasser avec mon désordre. Je sais que si j'y vais sans me retenir, ça peut partir violemment. D'où mes scrupules. Vous me comprenez? Si j'avais du talent, je vous parlerais de mes joies simples, de la douceur de vivre, du bonheur en général et en particulier. À très vite, Jérôme. Je comprends, Jérôme, pas d'affolement. J'aimerais simplement en savoir plus sur vous, peut-être pour apprendre à vous connaître. Vous me direz ce que vous voudrez, quand vous le voudrez. Ne vous souciez pas de la forme. Pierre. Paris, 4 heures du matin, -9 en Californie. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je me dis que vous avez raison. Il faut que je corrige cette inégalité. Vous êtes célèbre. Je sais et peux savoir plein de choses vous concernant. Rien que sur Google, 6000 entrées à votre nom. Tandis que pour vous, je suis une page blanche. Bon, je me lance. J'ai 26 ans. Je suis né à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Lourdes, la cité mariale. Les miracles, les apparitions, la grotte. Vous voyez? En réalité, je m'appelle Tariq Essaïdi. C'est mon nom de naissance. Jérôme Léon, c'est un pseudo. Enfin, je n'aime pas du tout le terme de pseudo. C'est un nom de vie. Et surtout pas un nom de plume. Quelle horreur, un nom de plume. Je suis né, on m'a appelé Tariq. Aujourd'hui, c'est complètement irréel. J'ai changé d'identité quand je suis arrivé à Paris. D'un coup, j'ai pris cette décision dans le train avant d'arriver à Montparnasse. Je crois que j'avais ce fantasme au fond de moi, en germe, depuis très longtemps. C'est le fait d'arriver dans cette grande ville où je ne connaissais personne qui m'a décidé à agir. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Jérôme Léon. Tariq, c'est du passé. Un monde disparu. Où en étais-je? Ah oui, Lourdes. Lourdes, pendant l'hiver, est un village. L'été, c'est une ville internationale. Je vous promets que cette ville est schizophrène. Imaginez une cuvette humide au pied des montagnes, un trou vaseux rempli de mysticisme. Ben c'est là. Autre contraste, je suis né arabe en terre catholique. Émigré 3e génération. Légèrement post-maturé, je fus un bébé de 4,8 kg qui dormait beaucoup. Il paraît que ma mère a souffert le martyre pendant l'accouchement. Après le bébé, je suis devenu un enfant silencieux. On dit que j'étais très sage. Jamais un caprice, jamais un pleur. Vous avez remarqué comment les familles fabriquent des légendes, si petites soient-elles? Aujourd'hui, je crois que cette sagesse était avant tout une tristesse. J'observais. Ça, c'est vrai. Je me souviens de cela. J'observais les adultes, et d'abord eux, mes parents. Mon père, celui qui a toujours courbé la tête. Mon père qui ne m'a jamais tenu la main. Mon père qui est peintre en bâtiment. Il y a un film de Garrel dans lequel un personnage dit un truc du genre « Putain, peintre en bâtiment, ça c'est la vraie peinture. » C'est nul ce genre de phrase. Ça me met en colère. Mon père a quitté l'école à 16 ans et depuis il travaille pour le même patron. Une petite boîte de 10 ouvriers dans les Hautes-Pyrénées. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Ce patron, je ne l'ai jamais vu.
Et pourtant, je ne connais que lui. La nuit, dans les cauchemars, je l'inventais avec des yeux de renard. Un long museau duquel s'échappait un ricanement vulgaire. Une gueule pleine de bave. Le corps trapu, poilu, puant de sueur. Je fermais les yeux très fort pour le faire disparaître, les doigts crispés dans les draps, la tête sous l'oreiller. Je me disais que ce n'était qu'une question de concentration et de volonté. Il était le mal, le diable, l'ennemi de l'homme. Quand à bout de souffle, je parvenais à le chasser, je me masturbais comme un réflexe, une suite logique, et tout se mélangeait. Lui, le plaisir, la peur et le dégoût. Je faisais le moins de bruit possible car mon frère dormait à côté, et tout se mélangeait encore plus fort. La jouissance venait vite, j'étais délivré, je m'endormais. Le patron était ce qui nous empêchait de partir à la mer. Au père, il n'autorisait aucun congé pendant les vacances scolaires. Famille ou pas, ça comptait pas. Les vacances scolaires, c'était la période idéale pour faire avancer les chantiers. Pendant les chaleurs d'août, les chantiers. Sous le gel en hiver, les chantiers. Le père, dans l'équipe, était celui qui avait la plus grande ancienneté. Celui qui n'avait jamais posé un jour maladie. Celui qui ne se plaignait pas. Sur les échafaudages par tous les temps, devant accepter les heures supplémentaires sans la moindre reconnaissance en retour. Une bête de somme, mon père. Une bête. Et moi, le fils d'une bête. Le patron c'était d'abord un coup de téléphone à 7h du matin. Un coup de téléphone aux aurores pour envoyer le père à Bicon-Bigorre, Rabastens, Tarbes, Bagnères. Ça changeait tous les jours. Le père sortait de la salle de bain en courant. « Allô, monsieur Mathieu ? Oui, d'accord, au revoir. Oui, j'arrive, je fais au plus vite. » Monsieur Mathieu répétait qu'il fallait être polyvalent, réactif, pour gagner sa croûte. Et le père prenait sur lui, réactif, faisait au plus vite, polyvalent. Parfois je voyais les lèvres qui se pinçaient, des lèvres minces comme des lames de rasoir, desséchées. Je voyais aussi la peau du visage, une peau rougie, de la croûte de cuir. Cette peau du visage qu'il nettoyait le soir au White Spirit, dans le garage, en cachette, pour effacer les projections de peinture glycéro. Je voyais la crispation sur les lèvres. Assis dans la cuisine devant le bol de céréales, même si je faisais semblant de ne rien remarquer, même si je me comportais comme un enfant de mon âge, même si je feignais de ne pas voir que le regard de mon père m'évitait, je voyais tout, absolument tout, clairement. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux, le père. Il ne pouvait pas croiser le regard de son fils. Peut-être parce qu'il aurait vu le malheur de sa vie à lui. Car déjà dans la cuisine, à 7 ans, 8 ans, je savais que c'était pas le genre d'image qu'un fils doit avoir de son père. Mais par-dessus tout, je ressentais quelque chose d'informe, glacial, dur, la honte. D'année en année, la honte se répandait comme un courant d'air. Elle sous-tendait chaque nouveau sentiment, chaque nouvelle sensation. Je m'habituais à la honte de Jamal et Saïdi, mon père. J'avais 2 meilleurs amis, Nicolas et Rémi. Les pères de Nicolas et Rémi étaient respectivement biologistes et avocats. Ils avaient la peau blanche et fine. Ils paraissaient de 10 ans plus jeunes que le père et Saïdi. Et ils prenaient si bien la lumière. Septembre, j'admirais la peau du père de Nicolas. Cette peau, avec ce bronzage de Biarritz, ce hâle tellement chic. Le père de Nicolas venait chercher son fils à l'école, en polo Lacoste ou Ralph Lauren. J'avais une boule au ventre quand je regardais ses biceps bronzés. Il était sportif, faisait du tennis. Février, c'était le bronzage du ski sur le visage du père de Rémi. Les cols roulés noirs et moulants du père de Rémi. Première vision de l'incroyable douceur du Cachemire. Ces teintes de bronzage, celles des sports d'hiver et celles des embruns d'été, je les trouvais formidables, fascinantes. Ces couleurs créaient une distance, une fracture bien plus grande que l'argent, le vocabulaire, la surface des maisons ou des appartements. Alors la honte devenait ma grande connaissance, la honte et l'envie, et à côté de la honte, tissé, soudé, enchevêtré, le désir de ces peaux blanches, le désir de les posséder, de les toucher, les lécher, pour les manger, les tuer enfin, les massacrer.